Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé était à l'église Foursquare de la Riviera Mbadon à Cocody. Les fidèles chrétiens en fête organisent la 34e convention nationale de leur église. Un moment spécial de prière, de reconnaissance à Dieu, l'appel à la paix, à l'unité et au renforcement de la cohésion a été lancé. Le gouvernement veut des centres de santé de plus en plus proches des populations. Sur le terrain, l'action se concrétise. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, vient de poser la première pierre du centre de santé de Kotolo, village situé dans la région du Yambol. L'objectif affiché, améliorer le bien-être des populations rurales. Nous irons dans un autre village DBT, dans le département de Tengré, la région de la Bagoué, qui reste un modèle de coexistence pacifique ivoiro-malienne. Les deux peuples y vivent en parfaite harmonie. Ce village frontalier fait la fierté du pays en matière de vivre ensemble. Dans ce 20h, nous ferons donc une incursion dans le quotidien de ces deux communautés. L'opposition vénézuélienne a manifesté hier à Caracas pour contester la victoire de Nicolas Maduro à la présidentielle de juillet dernier. L'opposition promet d'aller jusqu'au bout de ses idées. Le président Nicolas Maduro, soutenu par ses partisans, appelle au respect du verdict des urnes. Nous sommes dimanche, jour de culte pour les fidèles chrétiens. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé était à la 34e convention nationale de l'église Foursquare, moment spécial de prière et de reconnaissance à Dieu. L'événement tenu à la Riviera Mbadon à Cocody a drainé du beau monde. Vous allez le voir, la paix et le vivre ensemble ont été célébrés. Jean-Luc Bambo. Voici. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Tel est le thème de la 34e Convention nationale de l'Église Foursquare de Côte d'Ivoire. Événement qui réunit chaque année des milliers de fidèles de cette église et qui a reçu, pour sa clôture, le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Venus des quatre coins du pays et même de l'extérieur, les membres de l'Église Foursquare ont prié pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La Bible dit: priez pour la ville dans laquelle vous êtes, parce que votre paix dépend de la paix de cette ville. Et c'est important pour nous, plus qu'un devoir, que nous puissions prier pour la cohésion sociale, pour la paix. Elle est tellement chère et c'est notre responsabilité en tant que chrétiens et pasteurs. Prier l'Éternel Dieu avec ses frères et sœurs, quelle que soit leur religion, est une grâce, selon le Premier ministre, qui a encouragé les fidèles de l'église Foursquare à continuer de prier pour que la Côte d'Ivoire soit un pays prospère. Je suis venu au nom du président encourager nos frères et sœurs afin qu'ils continuent de prier toujours le Seigneur pour que la Côte d'Ivoire soit un pays prospère, un pays de paix, un pays de fraternité, un pays d'amour profond les uns pour les autres. Notre seule richesse et la plus grande, c'est la Côte d'Ivoire et l'amour entre les frères et sœurs ivoiriens et l'amour envers tous les autres pays du monde. Nous sommes venus demander la grâce du Seigneur pour tout le monde, que le nom du Seigneur soit béni. Ce sont quelques 15 000 fidèles qui ont pris part à cette 34e convention nationale, marquée par la participation d'une dizaine de pays et aussi par la présence du président mondial de cette église, l'Américain Randy Remington. La paix est aussi au menu du pèlerinage chrétien à Lourdes en France. Plus de 7000 pèlerins venus du monde entier y sont sur le pas de Bernadette et ils prient pour renouveler leur foi dans la confiance de Jésus-Christ à travers diverses activités dont les processions, chemins de foi et d'espérance. Envoyé spécial à Lourdes, Jeanne Atoubé. Un rituel bien connu à Lourdes, la procession du Saint-Sacrement. Elle exprime le désir des chrétiens présents sur le sanctuaire marial de suivre le Christ, l'aimer et le ressembler dans son amour tout au long de leur vie. La procession du Saint-Sacrement est la deuxième des 4 processions dans lesquelles doivent s'engager à Lourdes chaque pèlerin dans sa démarche spirituelle. Malades, bien portants ou en situation de handicap, les pèlerins venus des 4 coins de la terre prennent l'engagement de faire route avec Jésus. J'ai accepté le Christ depuis quelques années et venir à Lourdes pour la 4e fois démontre que mon enracinement avec la Vierge Marie est une réalité.
Après la procession du Saint-Sacrement qui se déroule toutes les après-midi, vient celle du soir, la troisième de la journée. Il s'agit de la procession au flambeau avec Marie. Cette procession rappelle aux chrétiens le voyage que Marie a entrepris de Nazareth à Judée pour rendre visite à sa cousine Élisabeth. Cette procession invite le pèlerin avec Marie à apporter Jésus au monde. La quatrième procession est celle que symbolise le retour des pèlerins dans leurs pays respectifs d'où ils sont arrivés. Commençant ainsi la première procession avec pour bagage leur fardeau, des visages et des prières qu'ils ont déposés aux pieds de la Vierge Marie, toujours et sans cesse à leur écoute. Quand on vient à Lourdes, c'est l'humilité. Notre Dame de Lourdes qui intercède auprès de son Fils Jésus-Christ va intercéder pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ici, la maman ne trie pas entre ses enfants. Et chacun de nous ici, pèlerins, nous permettons aux autres de ranimer leur espérance. Ce sont plus de 7000 pèlerins, 1500 de plus que l'année dernière, dont près de 700 personnes malades, fragiles ou en situation de handicap et plus de 600 Ivoiriens répartis dans divers groupes supervisés par la Direction générale des cultes qui sont venus à Lourdes sur les pas de Bernadette. Entre prières, célébrations, conférences, écoutes et processions, les pèlerins reçoivent de Dieu, sous le regard de Marie, la grâce de les encourager à poursuivre la route dans la foi, l'espérance et la charité. Je sors de là vraiment édifié. Au niveau de la foi, nous sommes dans la bonne voie, en tout cas pour tous ceux qui marchent dans les traces du Seigneur Jésus-Christ. Notre directeur a eu idée de placer après chaque Eucharistie, le 13 et le 14 août, une catéchèse, une demi-heure, pour que le peuple chrétien soit nourri dans sa foi. 151 ans avec Marie et toujours la même confiance en Dieu des pèlerins. Ici en Côte d'Ivoire, la paroisse Saint-Joseph de Laopanda était en fête. Une messe d'action de grâce a été organisée en l'honneur de l'évêque de Katiola, Monseigneur Honoré Begré Dakba. Le prélat est célébré pour ses actions en faveur de l'évangélisation et de l'amélioration du cadre de vie des populations. Jamayagi. L'évangélisation se poursuit dans le département de Grand Laou. Dans le village de Laou-Panda, Monseigneur Honoré Begré Dakba, le pêcheur d'hommes pour Christ, est célébré à l'occasion d'une messe d'action de grâce. Nous suivons aussi dans les camps de retraite à Ibounou, à Grogida, où par leur apport, les séminaristes, donc, chaque fois, Laou, Panda était premier, soit emballé dans les concours bibliques auxquels nous-mêmes avons participé. Donc c'est une grande joie pour nous que de le voir évêque ici aujourd'hui. L'évêque de Katiola, fils de la localité, est honoré pour ses actions humanitaires et ses œuvres en faveur du développement de la localité. Cette messe, dans son contenu et dans son déroulement, m'a rappelé beaucoup de choses. Parce que c'est ici que je suis né et j'ai grandi. J'ai fait l'école primaire ici. C'est ici que j'ai eu la vocation pour entrer au petit séminaire. Et c'est ce village, la communauté chrétienne, les parents qui m'ont porté jusqu'à mon ordination. Donc pour moi, c'était très symbolique d'être là et j'ai vécu ça avec les larmes aux yeux parce que je revois la lignée des personnes qui m'ont aidé, qui aujourd'hui ne sont plus. Évêque, depuis mai 2023, Monseigneur Honoré Begré Dakba était membre du clergé de l'archidiocèse de Gagnoa, secrétaire général de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Il enregistre à son actif 25 années de sacerdoce. Et avec la prière, la paix se renforce, la paix s'installe, la santé aussi. Justement, le gouvernement s'attelle à rapprocher les centres de santé des populations et sur le terrain, l'action se concrétise. Vous allez le voir, le ministre de la Santé, Pierre Demba, vient de poser la première pierre du centre de santé de Kotolo, un village situé dans la région du Hambol. L'objectif est clairement affiché, améliorer le bien-être des populations rurales. Kades Sokotogo. Bientôt, un centre de santé rural à Kotolo, village de la commune de Dabakala. Accompagné du ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Konaté,
président du conseil régional du Hambol, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, procède à la pose de la première pierre de ce centre de santé, une initiative saluée du reste par les populations de la région. Pour le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, il s'agit de contribuer au bien-être des populations, notamment celles qui sont en zone rurale. Le président Alassane Ouattara qui veut que les Ivoiriens vivent dans de meilleures conditions, qui veut le bonheur pour chaque Ivoirien, m'a demandé de venir vous dire qu'effectivement, nous allons construire un centre de santé avec une maternité et un dispensaire ici pour avoir toutes les commodités, les plateaux techniques qu'il faut, tous les services qu'il faut, mais surtout avoir le personnel pour que quand vous tombez malade, vous puissiez aller à l'hôpital. Une visite à l'hôpital général de Dabakala a permis au ministre Pierre Dimba de constater l'avancée des travaux de 2 bâtiments, l'un destiné aux hospitalisations et l'autre aux interventions chirurgicales. Voilà, et toujours sur le front sanitaire, la lutte contre la fistule obstétricale s'accentue. La Côte d'Ivoire veut inverser la tendance en initiant plusieurs actions. 73 000 femmes et filles sont victimes de la fistule obstétricale selon les chiffres de l'UNFPA. Et bien des associations apportent leur contribution dans le combat. L'ONG Génération Femmes du 3e millénaire a mis en place un centre d'accueil à Logoualé pour la prise en charge des malades. Jean-Luc Bambo. Dans ce centre communautaire d'accueil et de réhabilitation des femmes et filles appelé CKRF, vivent plus d'une trentaine de femmes victimes de la fistule obstétricale, une maladie causée par des lésions les plus graves et les plus dangereuses lors d'un accouchement. Parmi ces pensionnaires, Dame Claudine, mère de 7 enfants. Mon mari m'a divorcé. Mon fils, il était en ville. Il allait écrire mon nom à l'hôpital. Et puis il m'a appelé à moi. Et dans ça, il a vu cette opération. Il a souffert. Au centre hospitalier régional de Mans, plusieurs cas sont traités régulièrement par les médecins. On ne peut pas dénombrer par trimestre le nombre de dames qu'on reçoit. Mais néanmoins, lorsqu'il y a des missions, on est au-delà de 30 dames. Après une opération chirurgicale, ces femmes victimes de la fistule obstétricale, aussi appelées survivantes, sont internées au centre communautaire d'accueil et de réhabilitation des femmes et filles de Logoualé pour un séjour de 3 mois avant de regagner leur famille. Les femmes venaient à nous. On ne savait pas où les mettre. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce centre, qui est un espace sûr pour les femmes. Elles ont été rejetées par leur communauté. Donc, il était bon pour nous de les accueillir. En vue d'une prise en charge efficace, les populations de Logoualé se sont constituées en club d'amis du CKRF afin de ravitailler les pensionnaires en vivres. On enlève le manioc, on fait le placali et de la kéké pour soutenir le centre. L'année dernière, on a eu un projet avec elles. Elles ont eu des formations en nouvelle culture agricole. Leader de la campagne nationale pour l'élimination de la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire, cette ONG pilote au total 22 projets socio-économiques avec un accent particulier mis sur l'autonomisation de la femme, l'éducation, la protection de l'environnement et le développement personnel. À Daloa, les équipes sont à la tâche. Contribuer à l'avènement d'une société juste où les citoyens, sans distinction de sexe, sont acteurs de leur propre développement tout en bénéficiant équitablement et systématiquement des fruits, c'est en définitif la vision de Génération Femmes du 3e millénaire avec comme principal champ d'action l'éducation pour tous, la santé, l'environnement, le développement durable et la promotion du genre. Et un peu plus loin, à Agnibi-le-Cros, les femmes sont aussi au centre des priorités. Le maire de la commune d'Agnibi-le-Cros, le ministre Siandou Fofana, a échangé avec les populations de sa commune. Plusieurs projets de développement ont été évoqués pour la bonne marche de sa cité. Siandou Fofana veut valoriser les compétences féminines, nous rapporte Patricia Omouitia. Le maire de la commune d'Agnibi-le-Cros, Siandou Fofana, aux côtés des populations de sa commune, pour échanger sur les projets de développement. Une visite a été rendue aux sinistrés de l'incendie du marché, occasion pour le maire d'informer les populations pour la construction d'un nouveau marché. Nous disons vraiment merci au ministre Siandou Fofana pour ce qu'il fait pour la commune et pour ce qu'il fait pour les femmes d'Agnibi-le-Cros. Je voudrais profiter de cette occasion, lui demander un soutien, de nous soutenir, nous les femmes,
qui exerçons dans le métier de l'élevage, qu'ils nous soutiennent, qu'ils viennent nous appuyer. Siandou Fofana a également valorisé les compétences féminines par des appuis financiers pour faire fructifier les activités génératrices de revenus. C'est un grand moment pour eux qui permet de mettre tout le monde en communion et vivre leur fraternité et leur solidarité de manière franche et sincère grâce aux vertus du sport et aux valeurs du sport. Et donc dans ces moments-là, nous sommes heureux de savoir que la jeunesse dans son ensemble du département vit en harmonie avec ses valeurs. Au thème de cette journée d'échange et de proximité, un match de football et un concert ont mis fin à cette visite d'échange de Siandou Fofana, maire de la commune d'Agny-Bilekrou, avec les composantes socio-professionnelles et communautaires de sa commune. Et on va continuer notre voyage qui est bien aisé avec ces ouvrages d'art. Il s'agit des infrastructures routières plus connues sous le nom de ponts et qui facilitent la traversée des cours d'eau, des enclaves, des localités, servent aussi à fluidifier la circulation. Citons par exemple l'échangeur de Makassi sur l'axe Abobo-Agamé, l'échangeur en chantier du carrefour Akwaba à Port-Boué, sans compter les 3e, 4e et 5e ponts d'Abidjan. Autant d'ouvrages qui font notre fierté en tant qu'Ivoiriens. Eh bien, notre reporter Mama Traoré nous offre ce soir un carnet de voyage dans l'ouest du pays. Nous sommes dimanche, pas de répit pour les ouvriers de ce chantier. L'entreprise qui les emploie a la mission de livrer un pont au-dessus du fleuve Cavali d'ici la mi-2025. Il s'agit d'un pont à poutres, à 3 travées, de longueur 114 mètres. On est à la phase de la préfabrication des poutres. On est en train de préparer le ferrillage et bientôt on va commencer le collage des 4 poutres restantes. Comme on le voit, le chantier du pont du Cavali, situé à 8 km de la ville de Toulépleu, n'est pas à l'arrêt. Pourtant, une vidéo récemment diffusée sur les réseaux sociaux par des opposants politiques fait croire le contraire. La mission de l'agence de gestion des routes, AGEROUTE, en charge du suivi du projet, rassure. Pour assurer les populations de Cavali, surtout celles même de Toulépleu, nous voudrons leur dire que les travaux sont prévus pour être achevés le 16 juin 2025. Sauf cas de force majeure. Garantir aux usagers un passage sécurisé des cours d'eau ou encore fluidifier la circulation à un endroit victime de congestion. Voici ce qui justifie la construction tous azimuts des ouvrages d'art à travers le pays par le gouvernement. Sur ce chantier, de 2011 à maintenant, que pour les ponts, nous avons fait un point et il y a environ 12 000 jeunes au total qui ont été employés sur l'ensemble de ces chantiers. On a environ 55 ponts qui ont été achevés. Nous avons environ une trentaine d'ouvrages qui sont encore en cours de construction et en Abidjan et à l'intérieur du pays. Si en plus des échangeurs achevés ou en chantier, Abidjan dispose de ses 3e, 4e et 5e ponts, l'intérieur du pays n'est pas en reste. C'est le cas à l'entrée de la ville de Guiglo. Ici, depuis quelques mois, un nouveau pont facilite la vie aux usagers. L'ancien, fermé à la circulation pour cause de vétusté, appartient désormais à l'histoire. Tous les chauffeurs de Guiglo sont contents, toutes les populations sont contentes des ponts de Guiglo. Ces ouvrages de franchissement ne sont pas seulement qu'en milieu urbain. On en trouve également en milieu rural. Nous voici à Baksémien, village situé dans la région du Ouorodougou en bordure du fleuve Sassandra. Pour joindre la région du Guémon de l'autre côté de la rive, un pont vient d'être réalisé. Avant, pour prendre nos produits ici, pour atteindre la ville, c'était tout un problème. Vraiment, ce pont nous a apporté beaucoup et ça va nous apporter beaucoup encore. Situé sur l'axe Banséguéla, le pont de Baksémien accentue l'espoir des populations de voir enfin bitumer ce tronçon, un projet rêvé depuis des décennies. Voilà, la Côte d'Ivoire est donc au travail. Au magazine du dimanche de ce 13, Marine Cognan a reçu le directeur du logement et des grands programmes immobiliers, M. Kokoura Dibi. Ils ont évoqué ensemble le programme d'urgence de 25 000 logements location-vente, location simple pour un délai de 2 ans. Je vous invite à suivre un extrait de leur entretien pour nous faire une petite idée. C'est un projet aujourd'hui qui nous permet de changer de cap dans la politique du logement, surtout que nous avons déjà mené depuis ces 10 dernières années et qui nous permettra justement d'atteindre beaucoup plus efficacement la cible de ce programme présidentiel de logements sociaux, à savoir les ménages du secteur informel à revenus très faibles et réguliers pour lesquels aujourd'hui l'État est totalement engagé à faire en sorte que ces
ménages puissent avoir accès à un logement décent. C'est une complète rupture avec ce que nous faisions il y a 10 ans. En réalité, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique qui est nouvelle. Et il y a quelques éléments qui nous permettent d'apprécier cette dynamique. C'est d'abord le positionnement de l'État. Nous avions une situation où l'État se limitait à ne financer que la purge des droits coutumiers et le financement des VRD primaires. Aujourd'hui, l'État est présent sur l'ensemble de la chaîne du secteur, puisque l'État, à travers ce projet, va certes mobiliser le foncier et financer les VRD primaires, mais l'État va surtout mobiliser les financements auprès des bailleurs de fonds pour construire ces logements-là. L'État va être présent notamment dans la commercialisation de ces logements à travers la Commission nationale d'attribution des logements. La deuxième des choses qu'il faut noter, c'est surtout les modalités que nous avons mis en avant cette fois-ci. La location vente et la location SEM, comme vous l'avez dit, sont des modalités qui sont plus adaptées aux capacités de nos concitoyens, qui ont des revenus parfois qui sont faibles et qui savent pouvoir louer un logement. Et donc, en mettant en place ces mécanismes de location vente et de location SEM, nous permettons à nos concitoyens de pouvoir avoir accès à des logements décents selon les modalités auxquelles ils sont déjà habitués. Et puis, la dernière chose qui change, c'est la manière dont nous allons attribuer ces logements. Pour parler des critères, cette commission sera chargée de définir les critères d'éligibilité à ce programme, de sélectionner les acquéreurs qui ont droit à ces logements et de procéder à l'attribution à proprement parler de ces logements-là. Donc c'est vraiment un changement de paradigme qui nous fonde à croire que ce programme est en train de prendre une tournure différente et qui permettra d'atteindre des résultats beaucoup plus probants que ce que nous avons obtenu jusqu'à présent. Nous partons à présent pour le village de DBT dans le département de Tingré, la région de la Bagoué. Cette bourgade s'illustre comme un modèle de coexistence pacifique ivoiro-malienne. Les deux peuples y vivent en parfaite harmonie. Ce village frontalier fait la fierté du pays en matière de vivre ensemble. Dans ce 20 donc, nous vous proposons de faire une incursion dans le quotidien de ces deux communautés ivoiro-maliennes. Siekwasi est notre guide dans ce village. DBT, 24 km de Tingrela, région de la Bagoué, extrême nord du pays. Nous sommes dans le lit du fleuve Bagoué, frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Les populations qui vivent dans ce village sont composées d'autochtones bandiers et d'allogènes maliens, installés ici depuis sa création, il y a de cela environ 2 siècles. Depuis la création du village, on est avec Mali, même famille. Il n'y a pas de parole entre nous, on est ensemble. Pour juguler les questions liées à la gestion de la frontière et la lutte contre l'extrémisme violent qui sévit au Mali, les chefs des villages ivoiriens et maliens font recours au règlement à l'amiable. Le village reçoit la visite des sous-préfectures voisines d'ici et d'ailleurs. Le motif, la journée africaine des frontières organisée par la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, CNFCI. La seule chose que nous faisons, nous traçons la frontière juste pour dire que la souveraineté de tel État s'arrête ici et la souveraineté de tel autre État commence à partir de là. Une aubaine pour les autorités des deux pays de réaffirmer l'engagement de leurs gouvernements respectifs à construire davantage 2 nations sans frontières. Je me réjouis de la présence du gouverneur pour lui rassurer que déjà de l'autre côté, avec Kadiana, on a pu stabiliser. Les gens ont bien compris. La belligérance, les conflits n'apportent rien, ne font que retarder le développement de nos États. Et donc il est bon que les populations qui sont les premiers bénéficiaires des actions de développement puissent elles-mêmes se rencontrer. Un idéal bien partagé par les partenaires au développement, le cas pratique de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace, SKBO, Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso. Beaucoup d'initiatives, que ce soit au niveau de l'UOMOA, que ce soit au niveau de la CEDEAO, sont dans cette dynamique-là aujourd'hui. Et aux populations de comprendre et de s'inscrire aussi dans cette dynamique. Bientôt, le retour de la grande saison des pluies dans le nord, les pirogues de la route de l'intégration et de la coexistence pacifique ivoiro-malienne se préparent à affronter les traversées à haut risque sur le plan d'eau du fleuve Bagoué, frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Voilà, le reportage de Siekwasi a été commenté pour vous par Jean-Marc Gagui. On ouvre à présent la page politique de ce 20. Le coordonnateur régional associé du Sud Comoé, Ien Sie, tient à un personnel politique de qualité à l'approche de la présidentielle de 2025. Il a donc initié une formation des militants RHDP de sa localité en vue de mieux investir le terrain. Le reportage de Konaté Moussa. Le personnel politique RHDP du département d'Adiaké est mis en mission
investir le terrain et ratisser l'âge au cours de la période de l'enrôlement sur les listes électorales. Pour atteindre ces objectifs, le coordonnateur régional associé du Sud Komoui, Ian Yakoubassi, a fait appel aux spécialistes des élections au RHDP, Doumbia Brahima. Nous sommes venus partager notre méthodologie, partager aussi les expériences avec les militants d'ici, afin que nous nous accordions sur la meilleure façon de préparer l'activité de recensement, afin que le parti soit le plus efficace possible. La réunion que vous avez eue, c'est un nombre restreint, c'est des responsables politiques de premier plan, nos départementaux, nos zones, nos secrétaires de section, les structures spécialisées, pour les aider un peu à conduire le processus d'identification des populations et ensuite conduire les gens à s'enrôler sur la liste électorale. Puis vous avez été témoin des échanges qui ont eu dans la salle, ça a été édifiant et ça va aider sûrement nos militants à travailler de sorte que assez rapidement, avant l'ouverture de l'inscription sur la liste électorale, que nos militants, nos populations puissent avoir les papiers d'identification nécessaires à cet effet. Ian Yakoubassi a par ailleurs invité le personnel politique d'Adiaké à donner un coup d'accélérateur à l'opération e-militant qui vise à enrôler le maximum de nouveaux majeurs, le tout dans la cohésion et l'union. Le coordonnateur principal du RHDP dans la région et de la Maraoué, Kone Adama, mais aussi les militants en mission. Le feuille de route a été dévoilé au cours d'une cérémonie, nous dit Konaté Moussa. Adama Kone, coordonnateur régional de la Maraoué, est officiellement installé. C'est une nouvelle marche de la vie du parti qui est ainsi entamée dans cette région en perspective des élections de 2025. Nous avons près de 90 délégués et 18 membres de la coordination. Les jeunes sont intégrés, les femmes sont intégrées et tout le monde est prêt pour aller sur le terrain pour la victoire de 2025. La délégation donc est venue à écouter donc l'implantation donc de notre coordination et ensuite les résultats que nous avons obtenus tant sur le e-militant que sur les élections passées et ensuite le dynamisme de notre coordination au niveau de la Maraoué. Un dynamisme salué par le chef de la délégation Mamadou Sanogo. Dans le cas de Boisflé ici, nous repartons rassurés. Si partout, tout le monde fait, tout le monde agit, tout le monde anticipe, avec méthode, avec volonté, comme vous l'avez fait à Boisflé, pour moi, il n'y a pas à craindre l'élection de 2025. Roger Adom, directeur du cabinet du secrétaire exécutif du RHDP, a invité tous les militants RHDP de la Maraoué à maintenir en leur sein la cohésion, gage d'une victoire en 2025. La COSACI, la coalition des organisations pour la stabilité africaine, la cohésion et inclusion, a inauguré son tout nouveau siège social situé à Cocody-Angré. Le président de la COSACI, Kader Fofana, veut promouvoir la paix et les actions du chef de l'État. Armel de Crisa et Rigoré, le reportage. Cet édifice va servir de siège à la coalition des organisations africaines pour la stabilité, la cohésion et l'inclusion, COSACI. Le président de cette organisation, Kader Fofana, est confiant pour l'avenir de cette structure. La coalition des organisations pour la stabilité africaine, la cohésion et l'inclusion envisage de faire du modèle Alassane Ouattara une école. Nous n'avons qu'un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous avons compris qu'en Côte d'Ivoire, seule la paix peut amener les Ivoiriens à comprendre que le développement est très important. La marraine de la cérémonie, Fatima Bamba, maire d'Anyama, s'est faite représenter à cette cérémonie. Faire du président de la République un modèle, tout ce qu'il fait, c'est pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, qui dit de l'avenir de la Côte d'Ivoire, donc copier sur les aînés tout ce qu'ils ont fait du bon pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. La COSACI est composée de 500 membres. Cette coalition envisage recruter 1 million de jeunes d'ici à l'année prochaine. La COSACI entend faire d'Alassane Ouattara un modèle pour plusieurs générations. Le cinéma français est en deuil. L'une des grandes figures du 7e art, Alain Delon, ça a été aujourd'hui. Avec près de 90 films à son actif, Alain Delon n'a pas seulement marqué l'histoire du cinéma français. Au fil de sa carrière, sa popularité s'est aussi très largement exportée. D'abord considéré comme un acteur français, le mythe Delon a rapidement traversé les frontières, autant grâce à ses films qu'à son image d'ambassadeur de l'élégance à la française. Éric Goré. Les trucs de quand tu étais petite, ça sert à rien. Mais moi j'y tiens.
alors que tout ceci est un peu plus normal. À 88 ans, la légende Alain Delon quitte le monde cinématographique. Acteur, réalisateur, chanteur et producteur français, il avait honoré de sa présence au dîner gala de Children of Africa en Côte d'Ivoire en 2012, aux côtés de plusieurs célébrités mondiales, d'où son passage sur le plateau du journal télévisé de la RTI. Vous êtes l'invité d'honneur de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Est-ce votre première visite? C'est ma première visite, effectivement, oui. Et vos impressions? Mes impressions, vous savez, déjà on arrive la nuit en Côte d'Ivoire et mes impressions étaient assez foudroyantes à l'aéroport, comme vous avez pu le voir. Cet enthousiasme surprend, étonne et fait plaisir. La star française avait profité de tous les instants de cet événement. Son décès choque ses fans. À 6h moins 5, qui n'est pas une heure habituelle pour prendre des nouvelles, le téléphone sonne et j'entends la voix d'Alain qui me dit j'ai un mauvais pressentiment. Il est né le 8 novembre 1935 à Sceaux, en banlieue parisienne. Ce dimanche 18 août, jour de son décès, restera à jamais gravé dans les mémoires. Et je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le tour du monde en 7 jours est signé Éric Goré. Les États-Unis arrivent en tête des Jeux Olympiques de Paris, suivis de la Chine, du Japon, de l'Australie. La France est en 5e position. L'armée ukrainienne occupe 1000 m² du territoire russe, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le virus Mpox, appelé aussi la variole du singe, continue de sévir. L'OMS appelle à la vigilance des populations africaines. 15 pays sont touchés par cette pandémie en Afrique. De nouveau pourparlers pour donner une chance aux négociations entre Israël et la bande de Gaza. La campagne présidentielle s'ouvre et 3 prétendants en lice, dont le président sortant. Cette présidentielle est prévue pour le 7 septembre prochain. Un gigantesque défilé pour célébrer les 3 ans de règne des talibans. Cette parade militaire s'est faite avec les équipements abandonnés par l'armée américaine dans ce pays. Des manifestations pour contester la victoire du président Nicolás Maduro. Depuis l'annonce des résultats, des milliers de personnes ont pris d'assaut la capitale pour crier leur colère. Voilà, ainsi va le monde en 7 jours, fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h. Continuons ensemble de promouvoir la paix, ce trésor inestimable. Prenez soin de vous et des autres. À très bientôt. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana.